Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et aujourd'hui dans mon épisode solo, je m'attaque à un concept qui nous a tous fait rêver. Et si on pouvait entendre tout ce qui se passe dans la tête du sexe opposé? On va donc comparer le classique Ce que veulent les femmes à sa relecture moderne de 2019, Ce que veulent les hommes. 2 films, 3 rounds et un gagnant dans mon cœur. En 2000 tout pile, Ce que veulent les femmes débarque avec un Mel Gibson et une Helen Hunt au sommet de leur forme. C'est réalisé par Nancy Meyers. Oui, c'est vrai que j'en parlais déjà dans mon épisode juste avant de À nous 4. Le film raconte l'histoire de Nick Marshall, un macho arrogant qui bosse dans la pub, et à la suite d'un accident, il se met à entendre les pensées des femmes. C'est d'ailleurs l'un des films réalisés par une femme les plus rentables de l'histoire à sa sortie, et il est aujourd'hui considéré comme culte. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Nick Marshall se prenait pour un cadeau du ciel fait aux femmes. Un cappuccino extra mousseux, grand ou géant? Géant, c'est ce qui me correspond le mieux. Suivant. Mais il va découvrir ce que pensent les femmes. Je vais être le seul mec sur la Terre à savoir ce que veulent les femmes, ce qu'elles pensent et pourquoi elles font tous ces trucs dingues qu'elles font. L'histoire d'un homme, un vrai, qui peut écouter ce que veulent les femmes et qui communique avec son côté féminin. Papa? Salut, Mais qu'est-ce que tu fais? je me fais un gommage? Pour le remake, Paramount voulait capitaliser sur le succès du premier film, mais ils n'arrivaient pas à trouver vraiment un angle original. Le projet est donc resté dans leur tiroir pendant plus de 15 ans. Il a fallu attendre que Will Packer, un producteur noir américain hyper influent à Hollywood, qui a produit les films tels que Girls Trip ou Think Like a Man, s'y intéresse. C'est ainsi qu'en 2019, non seulement on prend le point de vue des hommes, mais en plus, on parle plus de la publicité, mais on s'intéresse au monde des agents sportifs. Le film est porté par Taraji P. Henson, la géniale Cookie Lyon dans la série Empire. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle met pas mon cul en valeur, cette jupe? Oh, avec MeToo et tout ça, j'hésite à faire des commentaires sur ton physique parce que ça pourrait... Brandon! Quel cul magnifique, on a envie d'y mettre les deux mains. Ils disent que je comprends rien aux hommes. J'ai engagé une voyante. Où tu l'as trouvée, ta voyante? Sur Facebook. Je peux vous aider, si on buvait une tisane. Oh, ça a une odeur de poussière. Je me sens bizarre depuis hier soir. Oui, c'est ce qui arrive quand la tequila et la déprime se rencontrent. Arrête de faire ça! Merde, tu entends tout ce que je pense? Oui, Brandon, j'entends tout ce que tu penses! Avant d'attaquer le match, on remet un petit peu de contexte. En 2000, Mel Gibson, c'est vraiment l'incarnation du héros d'action ultra viril, ce qui fait que ça va rendre sa transformation en homme sensible beaucoup plus drôle. Et 19 ans plus tard, en 2009, le remake s'inscrit dans l'ère post-MeToo. Round 1, la vision du sexe opposé. Dans l'original, les femmes sont vues à travers le regard d'un homme des années 2000. Donc c'est une vision caricaturale, où les femmes sont compliquées, obsessionnelles, émotives, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on va nous montrer justement dans les relations de Nick, avec son ex-femme, avec ses collègues, avec son crush joué par Marissa Tomei, et sa nouvelle boss jouée par Helen Hunt. Mais peu à peu, le film montre qu'elles sont surtout invisibilisées, constamment jugées, notamment au travail, et réduites à leur physique. Dans le remake, là, le point de vue il est complètement inversé. Cette fois, ça va être plus les hommes qui deviennent une sorte de mystère à décoder, mais contrairement au premier film, ils sont quand même montrés plus vulnérables, plus immatures aussi parfois, avec beaucoup d'insécurité cachée derrière un ego, et on voit qu'il y a quand même une énorme pression quant à la performance sociale. Et justement, Taraji P. Henson, qui était aussi productrice exécutive sur le film, elle a insisté pour que le film ne soit pas juste une critique gratuite des hommes, et c'est pour ça qu'ils ont créé un personnage en plus, avec le père célibataire, qui est traité avec beaucoup de douceur et qui amène un élément justement plus romantique à la comédie. Du coup, même si les 2 films utilisent énormément de clichés pour faire rire, ils racontent surtout des préoccupations de leurs époques. En 2000, on essayait de comprendre les femmes. En 2019, on essaye de déconstruire la masculinité. Le gagnant du round, c'est serré, mais je vais quand même donner le point au remake, parce que je trouve que les femmes comme les hommes, elles en prennent vraiment pour leur grade, alors que dans l'original, même si on va pas se mentir, ça fait beaucoup de bien de voir que les femmes sont mises sur un piédestal, la plupart des hommes sont vus quand même des crétins insensibles. Round 2,
l'apparition du pouvoir dans les films. Dans la version de 2000, Nick teste des produits féminins pour une campagne de pub. Il va mettre du vernis, du mascara, des collants, etc. Et il finit par tomber dans sa baignoire avec un sèche-cheveux. Donc c'est très visuel et la scène elle est drôle et marquante puisque c'est quand il se réveille qu'il va avoir l'apparition de son pouvoir, quoi. Et d'ailleurs, petite anecdote, Mel Gibson il s'épile vraiment les jambes à la cire dans la scène et ça lui a pas fait si mal que ça. Du coup, il arrêtait pas de chambrer toutes les femmes sur le plateau en disant qu'elles ont rajouté un peu sur la douleur qui était liée à l'épilation, quoi. Dans Ce que veulent les hommes, le pouvoir il arrive grâce à une mixture bizarre que va boire Ali sur les conseils d'une voyante qui est jouée d'ailleurs par la chanteuse Erykah Badu, qui est excellente dans le rôle, et apparemment elle a énormément improvisé sur chacune de ses scènes. Bref, après avoir bu cette tisane bizarre, Ali se déchaîne sur le dance floor d'une boîte de nuit à l'occasion de l'EVJF de sa copine, et elle se prend un coup hyper violent sur la tête et s'évanouit. Elle va se réveiller à l'hôpital, et c'est là que les pouvoirs vont apparaître. Vous m'avez fait boire une tisane qui fait un effet dingue. Et ça m'a mis dans un état pas possible. Alors il y avait quoi dedans? C'était juste du thé au jasmin. Ah, et un tout petit peu de shit. Et un tout petit peu d'ecstasy. Quoi? Je vous rappelle que vous avez signé une décharge. Vous m'avez drogué sans me prévenir. Le gagnant du round, pour moi, il n'y a pas photo. Le point va à l'original parce que la scène de Mel Gibson dans la salle de bain, elle est vraiment drôle, elle est devenue culte. Et ça fait sens de se dire qu'il a voulu se mettre dans la peau d'une femme et que du coup, il entend ses pensées. Et c'est quand même bien plus mémorable qu'un coup sur la tête en boîte de nuit et l'ingestion d'une mixture un peu bizarre. Round 3. L'utilité du pouvoir dans les films. Dans l'original, le pouvoir est utilisé par Nick pour voler les idées de sa nouvelle boss, mais c'est pour qu'il puisse garder son boulot, sinon il est viré. Donc évidemment, même si son objectif de départ il est atteint, il se sent coupable d'avoir agi de cette façon, il avoue tout, et comme c'est une comédie romantique, spoiler alert, leur histoire d'amour va continuer. D'ailleurs, petite anecdote, la couleur des vêtements des deux personnages reflète leur relation, puisque quand ils sont en désaccord, Nick porte des vêtements de couleur foncée et Darcy de couleur claire, et au fur et à mesure du film, ils vont tous les deux s'habiller en gris, ça va montrer que leurs personnages, ils finissent par se comprendre et s'apprécier, quoi. Bref, le pouvoir de Nick, il est aussi utilisé pour se rapprocher de sa fille, avec qui le dialogue est rompu au début du film, et à mieux traiter les femmes dans l'ensemble, notamment celles avec qui il couche. Et il va devenir meilleur dans son travail, puisque forcément il va avoir une vision un petit peu plus moderne. Donc son pouvoir lui aura permis de devenir une meilleure version de lui-même, et le film est quand même très romantique et feel good. J'étais un pauvre type sans grand intérêt. Quand t'as été nommé, je me suis pas demandé si tu le méritais plus que moi ou si t'étais plus compétente. Je trouvais que ce boulot me revenait de droit et j'étais prêt à tout faire pour le reprendre. Et le problème dans cette histoire, c'est que plus j'essayais de t'enfoncer, et plus j'apprenais à te connaître. Et plus je te connaissais, et plus j'étais émerveillé. Tu m'as ébranlé, tu as bouleversé ma vie, tu m'as ébloui. Dans le remake, là, le sujet, c'est plus vraiment comment est-ce qu'on peut plaire au sexe opposé, mais plutôt comment les femmes vont faire pour être entendues et respectées au travail. Ali, c'est la seule femme agente de toute son entreprise, et la plupart de ses collègues sont quand même super mauvais dans leur job. On sent que ce milieu est très masculin, que personne ne l'accepte, ne la prend au sérieux, et que tout le monde lui ment. Donc pour enfin décrocher la promotion qu'elle mérite, elle doit signer Jamal, qui est la nouvelle star montante du basket, et donc être en compétition directe avec tous les autres hommes de l'agence. Elle va pas se servir de ses pouvoirs pour voler les idées de ses collègues masculins, puisqu'ils sont nuls, mais pour manipuler ce que veulent entendre Jamal et son père pour clore le deal. Donc elle va rien apprendre de plus par rapport à son métier. Elle va pas non plus se rapprocher de ses amis puisqu'elle se les met à dos en dévoilant des vérités cachées sur leur mari. Bon ça, on va pas en parler, mais les relations entre femmes dans le film sont quand même assez problématiques, mais bref, passons. Quant à sa relation avec le père célibataire, effectivement son pouvoir va un petit peu lui servir sur le plan sexuel. Bon là c'est la même scène que dans l'original. Mais par contre, comme elle va se servir de sa relation avec le père devant Jamal et le père de Jamal pour montrer qu'elle a aussi des valeurs familiales, ça va pas fonctionner parce qu'en fait, elle se sert de cette relation, mais pas vraiment du pouvoir en soi, quoi. Et donc sa rédemption va pas venir de sa culpabilité, comme c'est le cas dans l'original, mais du fait qu'elle va perdre tout le monde autour d'elle. Donc elle a pas vraiment le choix, quoi. À force d'avoir voulu faire d'Ali une personne forte et conquérante dès le départ, on va retomber dans une comédie assez classique finalement.
Le gagnant du round, pour moi, vous l'aurez compris, je trouve qu'il va à l'original parce que le film il exploite beaucoup plus en profondeur le concept de base par rapport au remake. En conclusion, le gagnant dans mon cœur, c'est l'original de 2000. La déco est sublime, la musique est top, le duo Mel Gibson-Helen Hunt il fonctionne à merveille, c'est quand même très mignon. C'est vraiment la rom-com classique, réconfort par excellence. Même si là, c'est vrai que je l'ai découverte seulement pour le podcast, j'ai trouvé ça chou 26 ans plus tard. Et après, concernant le remake de 2019, même s'il est un peu décevant sur l'utilisation du concept, c'est quand même assez drôle et plus acide que ce à quoi je m'attendais. Et il y a quand même de très bonnes vannes. Attends! Il y avait une voyante. Elle m'a dit qu'elle allait m'aider à mieux comprendre les hommes. Elle m'a donné une espèce de tisane, elle me l'a fait boire. La tisane était dégueulasse, elle avait un goût de poussière. Tu as bu cette tisane? Elle m'en a donné l'ordre. Je croyais que les Noirs se méfiaient de la tisane depuis le film Get Out. Tu es vraiment inconsciente. Tais-toi un peu. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On sera de retour avec l'équipe dans quelques temps. D'ici là, n'hésitez pas à nous soutenir en likant, commentant et en vous abonnant. Et je vous dis à très bientôt.